qu'est-ce que le syndrome Gilles de la Tourette? Le syndrome Gilles de la Tourette est une maladie classée comme trouble neurodéveloppemental dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il se caractérise par la présence de tics involontaires, soudains et rapides. Ils peuvent être de type moteur ou sonore et sont classifiés comme simples ou complexes. Les symptômes sont d'intensité variable et se présentent différemment selon chaque personne et selon le stade d'évolution de la maladie. D'abord, les tics moteurs sont des mouvements semi-volontaires, soudains et répétitifs. On y retrouve les tics moteurs simples qui n'impliquent qu'un seul ensemble de muscles, par exemple le clignement des yeux ou grimacer. On peut aussi y retrouver des tics moteurs complexes qui sont composés de plusieurs groupes de muscles, comme toucher des objets ou des personnes et se mordre. Ensuite, il y a les tics sonores. Ce sont des tics qui correspondent à un ou plusieurs sons. Cette catégorie est aussi divisée en deux. On a les tics sonores simples. Ce sont des tics qui sont émis le plus fréquemment par la bouche ou le nez. Ces tics peuvent être par exemple se dérhumer ou claquer la langue. Les tics sonores complexes sont faits de plusieurs sons ou mots qui se suivent, par exemple répéter des mots ou des syllabes. Dans la majorité des cas, on peut détecter les tics moteurs, surtout au niveau du visage et des épaules, avant les tics sonores. Ceux-ci seront plus tardifs. Le syndrome se développe généralement durant l'enfance et persiste toute une vie. Les tics apparaissent généralement entre 4 et 6 ans. La sévérité maximale des symptômes est souvent atteinte vers le début de l'adolescence et ils vont s'améliorer ou demeurer stables à l'âge adulte. Il faut aussi savoir que, souvent, lorsqu'un tic disparaît chez une personne, un nouveau, que ce soit sonore ou moteur, fera son apparition. Le syndrome Gilles de la Tourette n'est pas spécifique à une communauté culturelle. Il est présent dans tous les pays, toutes les cultures et toutes les ethnies. La prévalence est estimée environ entre 0,1 et 1% en population générale. Toutefois, elle varie selon les caractéristiques de la population étudiée, les critères diagnostiques et les méthodes d'évaluation utilisées. L'âge moyen du diagnostic est de 6 ans et il est 3 à 5 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Au Québec, il est estimé qu'environ un enfant sur 200 est atteint de ce syndrome. Les personnes aux prises avec cette maladie ont, dans 90% des cas, des troubles neuropsychiatriques associés. Effectivement, dans 90% des cas, des troubles neuropsychologiques sont associés à ce syndrome. Les plus courants sont les troubles de l'humeur, les troubles du comportement, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le syndrome obsessionnel compulsif. L'origine du syndrome remonte en 1825. Le docteur Jean Hédard a été le premier à décrire le syndrome comme étant une maladie causant plusieurs tics étranges. Les symptômes étaient très mal perçus car la maladie était mal comprise à l'époque. On la surnommait la maladie de l'enfant sauvage. C'est en 1885 que le syndrome a pris son nom officiel grâce au docteur Georges Gilles de la Tourette. Lorsqu'on pense à une personne étant atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, il peut arriver que l'on pense à une personne étant atteinte d'un tic du langage qui se nomme la coprolalie. La coprolalie est l'utilisation d'un langage grossier ou obscène. C'est l'un des tics les plus dérangeants du syndrome. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la coprolalie est très rare et touche seulement 10% des personnes qui sont atteintes du syndrome. Est-ce que la personne peut détecter un tic à l'avance? Avant la manifestation du tic, la personne ressentira un sentiment d'inconfort ou une sensation localisée dont le seul moyen de soulagement est de produire un tic. Donc, si elle sait quand ils viendront, peut-elle les contrôler? Il faut savoir qu'il est possible pour une personne de retenir ses tics pendant quelques minutes ou même quelques heures. Par contre, les conséquences seront plus grandes. Alors, lorsqu'une personne s'empêchera de faire ses tics, il s'ensuivra une augmentation du besoin d'en produire plus et il sera de plus forte intensité. Certains facteurs comme le stress, le changement de routine ou la fatigue peuvent augmenter l'intensité du tic ou l'apparition de nouveau. Par contre, ils peuvent être réduits lorsque la personne est concentrée ou qu'elle procède à des techniques de relaxation. Comment est diagnostiqué le syndrome Gilles de la Tourette? Le diagnostic est fait en fonction de la présence de tics avec des niveaux de complexité différents et de l'évolution de ceux-ci. La personne doit présenter plus d'un tic moteur et au minimum un tic vocal.
Ils doivent se produire plusieurs fois par jour ou presque, et ce pendant 1 an. Ils doivent être également incommodants et affecter le fonctionnement de cette personne. Quelles sont les causes du syndrome Gilles de la Tourette? Les causes exactes du syndrome de Gilles de la Tourette ne sont pas connues. Il existe plusieurs hypothèses tentant d'expliquer les causes de la maladie. L'hypothèse la plus simple est celle génétique et environnementale. Le Dr Gilles de la Tourette a lui-même émis l'hypothèse que le syndrome serait une maladie héréditaire, car plusieurs membres d'une même famille seront souvent atteints du syndrome. Cela présuppose donc que les membres d'une famille partagent des facteurs de risque génétiques et environnementaux. En effet, la maladie ne serait pas totalement due aux gènes, puisque chez de vrais jumeaux, le taux de concordance est de 50 à 70% seulement. Cela implique donc que l'environnement joue également un rôle dans le syndrome de Gilles de la Tourette. De plus, un seul gène ne serait pas responsable de la maladie, mais plusieurs le seraient. L'hypothèse neurobiologique est mieux connue sous le nom d'hypothèse dopaminergique. Elle stipule que le syndrome serait dû à une augmentation de la concentration en dopamine dans le système nerveux. Cette cause est soutenue par l'efficacité des traitements utilisés dans le traitement de la maladie. Une recherche a trouvé des effets possibles de 3 lésions dans le système nerveux sur le système dopaminergique. Premièrement, une lésion au système négrostrié est assurément impliquée dans les désordres de mouvement. Deuxièmement, une lésion désinhibant le système limbique serait responsable de comportements mésadaptés comme des attouchements excessifs, des frustrations, des colères et d'autres. Troisièmement, une lésion d'axone dans le système mésocortical entraînerait des symptômes similaires au syndrome de Gilles de la Tourette, comme l'hyperactivité, la sensibilité à la frustration, la détérioration des apprentissages, la désorganisation des séquences comportementales et la désinhibition comportementale. Les traitements associés au syndrome de Gilles de la Tourette permettent d'atténuer les symptômes de la maladie sans toutefois en permettre la guérison. Ce sont plutôt des façons de contrôler la maladie. Il y a des traitements à l'aide de la médication et par des thérapies. Le choix des traitements dépend de l'importance des symptômes et de l'handicap qu'ils occasionnent dans la vie des personnes atteintes. Le traitement par la médication est la plupart du temps très efficace pour diminuer les symptômes. Cependant, plusieurs effets secondaires peuvent surgir à la suite de la prise de ces médicaments. Les principaux médicaments utilisés sont les neuroleptiques. Ils diminuent l'action de la dopamine, un neurotransmetteur excitateur, en agissant comme antagoniste sur les récepteurs dopaminergiques du neurone postsynaptique, c'est-à-dire en s'insérant sur les récepteurs du neurone à qui le message est transmis pour empêcher que la dopamine s'y insère et agisse sur le système nerveux. Cependant, les neuroleptiques peuvent entraîner des effets secondaires comme la somnolence, la prise de poids, des raideurs musculaires, l'impression de ne plus se tenir en place et des mouvements involontaires et rythmés au niveau du visage. Les benzodiazépines sont des médicaments qui peuvent aussi s'avérer efficaces pour diminuer l'intensité des tics. Ils permettent d'améliorer l'activité du GABA, un neurotransmetteur inhibiteur qui permet de calmer les parties nerveuses du cerveau. La somnolence, la prise de poids et l'augmentation des déficits de l'attention chez les personnes qui ont déjà ces troubles sont des effets secondaires de ces médicaments. Les traitements par la thérapie peuvent aussi être utiles pour contrôler la maladie et ont l'avantage d'avoir aucun effet secondaire. Il y a la psychothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale et les thérapies de relaxation. D'autres facteurs tels qu'un bon sommeil, une connaissance de la maladie, un support de l'entourage et des pairs aidants, un milieu scolaire ou professionnel informé et compréhensif, et la focalisation sur les talents peuvent contribuer à l'amélioration des conditions lorsque combinés avec d'autres traitements. Pour conclure, le syndrome Gilles de la Tourette est un trouble neurodéveloppemental qui affecte le système moteur de la personne par la présence de tics involontaires. Il serait dû à un excès dopaminergique dans le cerveau et il est souvent relié à d'autres troubles neuropsychiatriques. Il est possible de traiter la maladie grâce à la médication ou aux thérapies. L'incapacité de la personne atteinte du syndrome à réprimer les manifestations des tics a une grande répercussion au niveau de l'acceptation de sa maladie et de sa qualité de vie. Il est donc très important de continuer à sensibiliser la population et à s'informer afin de diminuer les préjugés et faciliter l'intégration sociale des personnes atteintes.